le contrat comme source des obligations. Pour étudier le contrat comme source volontaire d'obligation, on doit préciser certains points. Notamment, on doit préciser les notions et les termes, notamment qui entourent et qui peuvent se confondre avec le contrat, la notion de contrat dans le sens juridique, mais aussi il faut préciser certains principes qui encadrent le contrat comme source d'obligation. Alors pour la définition du contrat, d'abord le législateur marocain n'a pas donné de définition, contrairement au code civil français qui définit le contrat comme étant un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Mais aussi, il est d'usage de dire que le contrat est une convention génératrice d'obligations. Le contrat est une convention génératrice d'obligations. Il s'agit d'une convention qui a spécialement pour objet la création des obligations. De cette définition, nous retenons les conclusions suivantes. Le contrat est l'accord de deux volontés ou plus pour créer des obligations. Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Dans le Dahir des obligations et de contrats, le législateur marocain dispose, notamment dans l'article 230, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Partant de ce texte, nous pouvons remarquer que le contrat comme source fondamentale d'obligation a des caractères qui lui sont propres et qui sont en lieu étroit avec le principe de l'autonomie de la volonté, notamment le principe de consensualisme, de la force obligatoire du contrat et celui de la liberté contractuelle. Qu'entendons-nous par le principe de consensualisme, la liberté contractuelle et l'autonomie de la volonté? Alors pour ce qui est l'autonomie de la volonté, ce principe implique directement la liberté contractuelle. Selon ce principe, les individus sont libres de se mettre d'accord sur les contrats qu'ils souhaitent conclure, de choisir les personnes avec qui elles passent leur contrat. Mais ce principe connaît des limites imposées par le droit objectif et à travers les notions de la loi impérative d'une part, d'ordre public, de bonnes mœurs d'autre part. En effet, le législateur devient envahissant dans le domaine des contrats par la promulgation des nouvelles lois qui portent atteinte au principe de l'autonomie même des volontés. Il faut bien noter que le développement du contrat suit pas à pas le développement de l'activité économique, mais aussi de l'activité sociale, politique et autres, ce qui enrichit et multiplie les contrats, comme on va voir par la suite. Nous remarquons de nos jours de multiples types de contrats ayant chacun sa législation spéciale, notamment pour répondre à certaines exigences dans la société, exigences dans le cadre politique, dans le cadre économique et autres. D'autre part, aussi, les entreprises commerciales et industrielles passent entre elles des accords multiformes portant sur le crédit, la production et la distribution. Le contrat est ainsi devenu l'instrument essentiel de la vie économique. C'est pour cela qu'ils sont souvent réglementés, soit dans un but de protection des intérêts privés, notamment comme le contrat de bail ou le contrat de travail, soit afin d'assurer leur conformité avec l'action de l'État dans le domaine économique et social. C'est ce que nous trouvons notamment dans les règles relatives au contrat de crédit. Soit enfin pour assurer le maintien d'une libre concurrence. Généralement, les contrats ont toujours été réglementés selon les changements et les évolutions économiques, sociales ou encore politiques, comme je l'ai avancé. Ce principe même de la volonté, de la liberté des volontés ou la liberté contractuelle implique un autre principe, qui est le principe de consensualisme et qui encadre le contrat.
Alors, en vertu de ce principe, le contrat se forme par le seul consentement des parties. Pour répondre justement à cette liberté, pour répondre aux besoins économiques, commerciaux et autres, et pour répondre aussi à certaines activités qui exigent la rapidité, notamment comme l'activité commerciale. Donc, pour valider un contrat, nous aurons besoin de seul consentement des parties, c'est-à-dire l'échange des accords, sans nécessité même de forme spéciale, sans exiger des conditions relatives à l'écrit par exemple, ou encore à la prononciation de certaines formules rituelles ou présence d'un officier public ou ministériel, et sans nécessité d'une exécution au moins partielle des contrats. Et cela contrairement à ce qui se passait dans les droits anciens, notamment le droit romain et autres, qui exigeaient des formalités et formes pour conclure un contrat quelconque. À notre époque, pour la formation de contrat, on n'aura besoin que du simple consentement des parties, qui implique une capacité notamment de celui qui s'oblige, et que l'objet et la cause de l'engagement et de l'obligation obéissent à certaines conditions. Ce principe de consensualisme, bien sûr, il a des avantages et des inconvénients. Si nous regardons ses avantages, nous disons que ce principe facilite et simplifie les échanges, en ce sens que les exigences de forme peuvent être compliquées et ouvrir de nombreux cas de nullité qui font naître une grande incertitude sur la valeur du contrat, ce que nous appelons la sécurité des contrats. Et donc, ne pas exiger des formalités, cela bien sûr facilite cet exercice, notamment ou cette liberté de circulation, notamment dans le cadre économique. Mais ce principe, il a des inconvénients. Le principe de consensualisme a des inconvénients aussi, en ce sens qu'il peut engendrer une incertitude grave sur le contrat ou sur le contenu du contrat. C'est-à-dire, l'absence d'un écrit nous met dans la difficulté, de préciser le contenu du contrat. Exemple, le contrat de travail. Ce qui nécessite la plupart du temps que soit dressé un écrit. Mais en général, cet acte écrit, c'est-à-dire cette exigence de l'écrit, n'aura son intérêt que comme un moyen de preuve et pas une condition de validité du contrat. C'est pourquoi nous assistons à des interventions de législateurs qui exigent un écrit lorsque les engagements des parties excèdent un certain montant. Ainsi, nous lisons dans l'article 443 du Code des obligations de contrat marocain, les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de 10 000 dirhams ne peuvent être prouvés par témoin. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Des fois, le législateur exige l'écrit, même si le montant de l'obligation est inférieur à cette somme. Dans des cas très précis aussi, comme la vente immobilière et la vente du fonds de commerce ou encore certains contrats de société. Des fois, le législateur exige même la forme authentique, ce qui est du cas de tout acte soumis à la publicité foncière, c'est-à-dire que l'acte soit passé devant notamment un officier ou devant une instance à qui on reconnaît cette compétence. Dans des cas très précis aussi, l'écrit va devenir une condition même de validité du contrat, ce que nous allons voir bien sûr dans les classifications de contrats. Alors, vu tous ces principes, vu tous ces points notamment qui cadrent, qui entourent le contrat, nous comprenons que le contrat normalement connaît une grande diversité. C'est-à-dire nous avons plusieurs champs des contrats et c'est tout à fait normal. Dans la vie, on ne fait que passer des contrats. Mais ces contrats, bien sûr, peuvent être classés et cette classification, elle a son intérêt, notamment
en ce qui concerne surtout l'application de certaines règles spécifiques à certains contrats. Alors, classification de contrats. La liberté contractuelle reconnue aux contractants aboutit à une diversité et richesse de la vie contractuelle. Cette diversité de types de contrats qui est sans cesse. Mais malgré cette diversité, les contrats gardent des points communs et l'appartenance à tel groupe entraîne l'application d'un certain nombre de règles communes. Alors cette classification, ça peut être selon, est-ce que le contrat a été réglementé d'une manière précise par le législateur, notamment dans le Dahir des obligations de contrat, ou pas. Une autre classification qui est fondée notamment sur la liberté même des parties, dont la négociation des contrats. Et d'autres classifications se font sur la base de l'exécution de ce contrat, c'est-à-dire le temps dans lequel on exécute ce contrat. Alors, en ce qui concerne les contrats nommés, ce que nous appelons les contrats nommés et les contrats innommés, le DEC, à l'instar des autres droits comparés, notamment le Code civil français, a standardisé un certain nombre de contrats comme la vente, le louage, le mandat, le transport, la société ou encore l'hypothèque, le gage, etc. Et on les appelle les contrats nommés parce que ce sont des contrats qui ont été prévus et organisés par le législateur et se distinguent par un nom et des dispositions spéciales. Nous constatons que ces contrats sont de plus en plus nombreux. Le Dahir des obligations, comme le Code civil français, mentionnait la vente, l'échange, le louage, le contrat d'ouvrage, le contrat de louage de services, de société, le mandat. Et depuis lors, d'autres contrats sont apparus, tels le contrat d'assurance, de vente d'immeubles à construire. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces contrats sont souvent réglementés de manière impérative, comme le contrat de travail, le contrat de bail, le contrat d'assurance, la vente d'immeubles à construire, etc. Et même le contrat sous l'influence de la protection des consommateurs. Cela va bien sûr engendrer un développement important des contrats spéciaux qui n'a pas manqué d'entrer ou d'entraîner plutôt une transformation considérable dans la théorie même des contrats. À côté des contrats nommés, il peut y avoir d'autres types de contrats que la vie économique et sociale a conçus, mais que le législateur n'a pas réglementés. Ils ont été laissés à la volonté des contractants et aux dispositions du droit commun. Exemple, le contrat de franchise, par exemple. L'intérêt de la distinction. Pourquoi on distingue entre contrat nommé et contrat innommé? Cet intérêt se manifeste au niveau de la règle applicable. Ainsi, pour les contrats nommés, on se réfère aux règles supplétives ou impératives édictées par la loi. Pour les contrats nommés, on se réfère aux règles supplétives ou impératives édictées par la loi, mais il reste que le juge n'est pas obligé de se tenir à la qualification, notamment donnée par les parties. Il a la compétence de rectifier et de requalifier le contrat pour appliquer au dit contrat les règles de droit que éventuellement les parties veulent écarter. Pour les contrats innommés, on se réfère aux règles que les contractants ont adoptées dans le contrat. Dans le contrat, et le cas échéant, le juge doit qualifier le contrat pour trouver la règle applicable. La tâche n'est pas toujours facile, notamment lorsque le contrat litigieux se ramène à un contrat nommé. Le contrat d'entretien d'ascenseur, par exemple, qui peut être qualifié comme un contrat de louage, par exemple, de louage d'ouvrage, ou encore lorsqu'on est en présence d'un contrat mixte, intermédiaire entre deux contrats nommés, par exemple le contrat de vente et contrat de dépôt, et louage, contrat de parking. Enfin, il peut arriver que le contrat ne se ramène à aucun autre contrat connu. On dira alors qu'il s'agit d'un contrat sui generis, auquel le juge appliquera la règle qui lui paraît la mieux adaptée. Je donne un exemple ici, le contrat entre médecin et patient, ce que nous appelons le contrat médical, ou le contrat entre un avocat et son client. À ce stade de distinction, nous trouvons le contrat civil et le contrat commercial aussi.
En pratique, il s'agit du même contrat vente, louage, mandat, etc., qui sera soit civil, soit commercial, selon le but voulu par ce contrat, ou encore les qualités des contractants, commerçants ou non commerçants. Souvent, les règles appliquées sont les mêmes dans les deux cas, mais le législateur sur les baux commerciaux est différent de celle, mais la législation, pardonnez-moi, sur les baux commerciaux est différente de celle sur les baux civils. On trouve des divergences générales sur certains points, notamment la preuve qui est libre dans les contrats commerciaux, tandis que les contrats civils doivent être prouvés par écrit. Et aussi, cet intérêt de distinction, nous trouvons dans les délais de prescription. Dans certains contrats commerciaux, par exemple, le délai de prescription est moins lent que dans les contrats à caractère civil. D'autres classifications des contrats est fondée sur les conditions de formation du contrat. Ainsi, on distingue les contrats consensuels, solennels et réels. D'ailleurs, cette classification manifeste des fois le déclin même du principe de consensualisme. Les contrats consensuels sont ceux qui se forment par le simple échange des consentements. L'écrit ne peut être exigé que pour faire preuve des obligations des parties. Mais nous assistons, comme je l'ai avancé tout à l'heure, nous assistons aussi à l'émergence de plusieurs contrats à caractère solennel. En effet, certains contrats se trouvent soumis à des formalités dont l'inobservation est sanctionnée même par la nullité absolue de l'acte ou du contrat. Des contrats qui sont conclus par acte authentique, exemple, le contrat d'hypothèque ou le contrat de vente de fonds de commerce ou encore les contrats de société. Nous trouvons aussi dans ce cadre de classification le contrat réel, qui ne produisent leurs effets que par la remise effective de la chose qui en est l'objet. Et là, je donne l'exemple du dépôt, par exemple, ou de gage. Généralement, et suivant les cas, ces formes sont exigées dans le but de protéger soit les parties, soit le tiers, ou même l'ordre public, selon, bien sûr, l'intérêt ou selon l'importance de l'objet de ce contrat. Autre classification, notamment, qui est fondée maintenant sur l'ampleur et l'importance de la liberté des personnes à négocier ou à ne pas négocier. Et ce que nous appelons les contrats par concours de volonté et contrats d'adhésion ou encore contrats de gré à gré et de contrats d'adhésion. Le contrat d'adhésion se distingue du contrat par concours de volonté en ce sens que l'individu n'aurait d'autre possibilité que d'adhérer ou de ne pas adhérer. Sans pouvoir discuter le contenu du contrat, l'une des parties a une position de force et de monopole qui prive l'autre partie de toute négociation ou discussion. On parle d'une partie faible et vulnérable. La liberté est limitée aussi dans le refus ou l'acceptation. Encore faudra-t-il ajouter que dans de nombreux cas, on est même obligé de contracter. Nous n'en avons pas le choix, notamment dans les contrats répondant à une nécessité de la vie courante, exemple le contrat de transport ou le contrat d'adhésion à un service tel que la télécommunication, service de télécommunication, le gaz, l'eau et certains contrats bancaires ou d'assurance. Donc, pour finir, je dirais que nous assistons à un foisonnement considérable de ce type de contrat qui favorise des abus de puissance économique au détriment des consommateurs. Néanmoins, le législateur du Code des obligations ne fait pas de distinction entre ces types de contrats quant à la règle applicable, notamment en matière de la liberté de consentement. Mais quand même, ce même législateur devient de plus en plus envahissant en la matière par l'élaboration des lois spéciales comme la loi relative à la protection des consommateurs ou la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et d'autres lois notamment qui manifestent l'envahissement justement de le législateur dans ce cadre de, on va dire, la liberté contractuelle et la volonté des parties.
Et cela dans un but, bien sûr, de protéger soit l'une des parties, généralement c'est le consommateur, c'est-à-dire la partie faible, ou encore pour protéger l'ordre public, ou encore pour protéger même le marché, c'est-à-dire l'entreprise, la concurrence, l'économie en général. En revanche, dans le contrat de concours de volonté, contrairement au contrat de gré à gré, le contrat de concours de volonté, contrairement au contrat dans lequel la partie n'a pas une grande chance de négocier et de choisir, ou d'accepter ou de ne pas accepter, dans le cadre de contrat de concours de volonté, le contenu du contrat et les clauses font l'objet d'une libre négociation et discussion entre les parties. Ensuite, nous arrivons à la classification qui est notamment basée sur l'effet relatif des contrats. Et ici, nous parlons des contrats individuels et contrats collectifs. Le contrat individuel est celui pour la validité duquel est exigé le consentement de chacune des parties au contrat. Exemple, les sociétés commerciales de personnes. En revanche, dans un contrat collectif, on exige seulement le consentement de la majorité ou des fois même de la minorité d'un groupe de personnes. La minorité, les autres parties de contrat ou les autres intéressés justement par les contrats se trouvent ainsi obligés par les dispositions d'un contrat auquel elles n'ont ni souscrit ni consenti, mais des fois, notamment, je donne ici le contrat d'assurance collectif. Le contrat collectif font échec au principe de l'effet relatif de contrat, comme on va voir un peu plus loin. Le contrat synallagmatique et contrat unilatéral. Alors, dans ce type de distinction, nous disons que le contrat synallagmatique est un contrat qui fait naître des obligations réciproques à la charge des deux parties. Exemple, le louage ou la vente, le contrat de vente par exemple. En revanche, dans le contrat unilatéral, l'obligation ne s'impose qu'à une seule personne, à une seule partie qui a la charge, notamment de s'obliger de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose ou à donner quelque chose. Et l'autre partie, elle va rester passive, c'est-à-dire on aura son acceptation et son accord que pour valider le contrat. Mais ici, à ne pas confondre l'acte juridique unilatéral avec le contrat unilatéral. L'acte juridique unilatéral, comme j'ai expliqué dans la séance passée, il s'agit d'un acte d'une obligation qui émane d'une seule volonté, une seule partie qui va s'obliger. Et ici, on a besoin de la volonté d'une seule partie. Mais dans le contrat unilatéral, nous avons, pour valider l'acte ou le contrat, nous avons besoin de la volonté des deux parties, mais il y a une seule partie qui va s'obliger, une seule partie qui va se trouver dans l'obligation, notamment de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose à l'autre partie. L'autre partie, elle est passive, elle ne fait que recevoir. Alors ce dernier, notamment le contrat unilatéral, je disais qu'il se caractérise par l'existence de l'accord de deux ou plusieurs volontés, mais seule l'une des parties subit des obligations. Le contrat à titre gratuit, le contrat à titre onéreux. Alors cette classification aussi, elle se fonde, ou plutôt elle se base sur l'obligation de chacune des parties. Est-ce qu'elle va être d'une manière active ou plutôt passive? Un contrat est à titre gratuit en tout ou en partie lorsque l'une des parties décide de procurer un avantage à l'autre sans rien recevoir en contrepartie. On en reçoit une contrepartie qui ne soit pas équivalente. Exemple, la donation, le contrat de donation. Contrat commutatif et contrat aléatoire. Alors, dans ce type de contrat, nous disons que le contrat commutatif est celui qui, dès sa conclusion, permet de mesurer la contrepartie qui revient à chacune des parties. Exemple, la vente. Mais dans le contrat aléatoire, la contrepartie éventuelle qui revient à une partie dépend d'un événement incertain, d'un aléa. Il ne peut donc être connu au moment de la conclusion de contrat.
Parfois, l'alia porte même sur l'existence de la contre-prestation. Et là, je donne l'exemple du contrat d'assurance ou encore les contrats des jeux, du pari ou du hasard. L'intérêt de la distinction se manifeste dans la lésion qui n'a pas, dans ce cadre-là, qui n'a pas une cause de nullité dans les contrats aléatoires, parce qu'il serait aberrant d'annuler un contrat pour un déséquilibre voulu dès le départ et sur lequel même on s'est notamment engagé. Le contrat à exécution instantanée, contrat à exécution excessive, et donc là c'est la question du temps dans l'exécution de contrat. Le contrat à exécution instantanée sont ceux dont l'exécution se réalise en un moment unique. Exemple, vente au comptant. Les contrats à exécution successive sont ceux qui donnent lieu à des obligations durables. L'exemple, contrat de travail. L'intérêt de la distinction se manifeste notamment en cas de nullité ou de résolution, alors que le principe est l'anéantissement rétroactif du contrat annulé ou résolu. Cette rétroactivité est écartée en général dans les contrats successifs sur l'exécution desquels il est impossible de revenir sur cette différence, notamment se manifeste même dans la terminologie, et l'on parle non de résolution mais de résiliation de contrat. Par ailleurs, certaines règles sont propres aux contrats successifs. C'est-à-dire, le législateur, il intervient pour justement réglementer d'une manière spécifique certains contrats qui sont de caractère successif, c'est-à-dire qu'ils ne s'exécutent que sur un temps justement prolongé. Alors par cela, je termine les classifications de contrats. Il nous reste à voir dans une autre section ou dans une autre séquence les conditions de validité du contrat. Parce que nous avons dit la dernière fois qu'un acte juridique en général, notamment le contrat, ne peut engendrer ses effets que lorsqu'il répond à certaines conditions. Conditions relatives aux personnes, c'est-à-dire la capacité et le consentement, et des conditions relatives à l'activité même sur laquelle on passe ce contrat, notamment l'objet du contrat et la cause du contrat.